Après que ma mère m'a retiré de sa succession, j'ai passé 3 appels avant l'aube. Elle panique désormais et m'appelle frénétiquement, mais je refuse de décrocher car je connais parfaitement la raison de son angoisse. J'ai reçu le message vocal à 2h03 du matin. Mon téléphone a vibré 2 fois sur la table de nuit, juste au moment où j'étais dans cet état de demi-rêve, entre le sommeil et la pleine conscience. Je ne l'ai pas vérifié tout de suite. J'ai pensé que c'était un spam ou une notification buggée d'une application que je n'avais pas utilisée depuis des semaines, mais quelque chose dans ma poitrine m'a tiré du lit comme un fil tendu. J'ai attrapé le téléphone, plissant les yeux vers l'écran dans la lueur de la veilleuse que je n'avais jamais cessé d'utiliser. Un appel manqué de maman et un nouveau message vocal. Leur clignotait comme un avertissement. Ne te donne pas la peine de venir pour Noël. J'ai déjà dit à mon avocat de te retirer de tout. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne doivent l'être. Je suis resté là à fixer le téléphone pendant une bonne minute. Non pas parce que j'étais confus, mais parce que je ne l'étais pas. Laissez-moi revenir en arrière une seconde. Je m'appelle Antoine. J'ai 31 ans. Et s'il y a une chose que j'ai apprise dans la vie, c'est que rien ne fait plus mal que la trahison familiale. Non seulement parce que ça fait mal, mais parce que ça semble toujours enveloppé de culpabilité, déguisé en mots comme tradition, sacrifice, ou tu devrais être reconnaissant. J'avais l'habitude de tout accepter. Je pensais que la loyauté signifiait se taire, sourire et avaler l'amertume comme un mauvais vin à Noël. Mais cette nuit-là, ce message vocal, c'était la dernière fois que ma mère me parlerait comme si elle me possédait. Ce n'était pas toujours aussi grave, cependant. Quand j'étais plus jeune, notre famille avait l'air parfaite de l'extérieur. Une banlieue classique avec des clôtures blanches. Mon père est décédé quand j'avais 11 ans et après cela, il n'y avait plus que moi, ma sœur cadette Chloé, et maman. Elle tenait le coup, ou du moins, elle en avait l'air. Elle continuait à travailler comme conseillère financière, payait le loyer, s'assurait que nous avions des cadeaux de Noël et des pulls assortis. Mais lentement, comme une tempête se formant au loin sur l'océan, quelque chose a commencé à se tordre en elle. Elle était toujours plus indulgente avec Chloé. Je veux dire, je comprends. Chloé était la benjamine. Mais au moment où j'ai atteint le lycée, il est devenu clair que l'indulgence signifiait que Chloé ne pouvait rien faire de mal. Elle a accidenté la voiture familiale. On m'a reproché de donner le mauvais exemple. J'ai oublié de la chercher après l'entraînement de danse une fois parce que j'avais une retenue. Maman m'a crié dessus comme si je l'avais laissée au milieu du désert. Chaque petit faux pas de ma part devenait une faute morale. Chaque erreur de Chloé était un moment d'apprentissage. Il n'a pas fallu longtemps pour réaliser que je jouais à un jeu truqué. Pourtant, je suis resté. J'ai aidé à élever Chloé plus que je n'aurais probablement dû. J'ai pris des petits boulots à l'université juste pour envoyer de l'argent à la maison. Quand j'ai décroché mon premier emploi décent dans la technologie à 24 ans, j'étais impatient de donner enfin un peu de répit à ma mère. J'ai même proposé de l'aider à rembourser son prêt immobilier. Mais ce fut le début du changement. C'est là que la dynamique du pouvoir a basculé. Elle n'a pas dit merci. Elle a agi comme si je lui devais. Comme si mon succès était le sien par défaut. Au début, c'était des petites choses, des pics subtils sur mon mode de vie, mes choix, le fait que je ne rendais pas assez visite. Puis sont venues les suggestions financières, toujours enveloppées de culpabilité. Tu sais, Chloé cherche toujours sa voie. Peut-être pourrais-tu l'aider avec son assurance auto ce mois-ci? Ou, je pensais prendre des vacances, et les choses ont été si stressantes dernièrement. Tu gagnes plus qu'assez pour aider. Et chaque fois que j'aidais, non pas parce que j'étais une mauviette, mais parce que je ne voulais pas faire de vagues. Je voulais être le bon fils, le fiable, celui qui tenait les choses ensemble. Mais ensuite, il y a eu le Noël de l'année dernière. J'étais venu de Bordeaux, en première classe à mes frais, et j'avais emmené ma petite amie, Léa, avec qui je sortais depuis un peu plus d'1 an. Elle était nerveuse, douce, essayant de faire bonne impression. Nous sommes arrivés avec une bouteille de vin, une tarte, le tout. Dès le moment où nous avons franchi la porte, maman lui a fait l'accueil le plus froid imaginable. Pas de sourire, pas de chaleur, juste ce regard de jugement serré que je connaissais trop bien. J'ai d'abord balayé ça. Peut-être était-elle stressée, dépassée, encore préoccupée par la préparation du dîner. Mais ensuite, à table, devant la famille élargie, elle a souri gentiment et a dit « Alors, Antoine,
quand vas-tu te poser et trouver une vraie partenaire? L'air s'est figé. Léa a regardé son assiette. J'ai senti la chaleur monter derrière mes oreilles. J'ai ri maladroitement. Maman, Léa est littéralement ici. Elle a cligné des yeux, feignant l'innocence. Je sais. Je veux juste dire quelqu'un qui corresponde mieux à notre famille. Quelqu'un de moins temporaire. Ce n'était même pas à propos de Léa, en réalité. C'était à propos de contrôle. Ça l'a toujours été. Cette nuit-là, c'était la première fois que je lui tenais tête. Rien d'explosif, juste un « ça suffit », maman calme et posée. Mais dans son esprit, c'était une trahison. J'avais franchi la ligne, choisi quelqu'un d'autre plutôt qu'elle, et elle ne l'a jamais oublié. Les mois qui ont suivi ont été tendus. Chloé m'a contacté plusieurs fois, disant que maman se sentait blessée et confuse. J'ai essayé d'appeler, j'ai été ignoré. J'ai envoyé des fleurs pour son anniversaire. Elles ont été retournées à l'expéditeur. Léa et moi avons fini par rompre. Pour des raisons sans rapport, mais je ne l'ai jamais dit à maman. Je n'avais pas envie de lui donner cette satisfaction. Et puis est venu l'été. Tante Brigitte, la sœur de mon père, est décédée subitement. Elle et moi étions restés proches au fil des ans. Elle était comme une seconde mère pour moi à bien des égards. Nous avions l'habitude de nous parler tous les dimanches, juste pour discuter de la vie, du travail, des relations. Elle m'avait toujours dit qu'elle voulait me laisser quelque chose de significatif. Je n'attendais pas grand-chose, mais je suppose que Brigitte avait fait de sérieux investissements au fil des ans. Immobilier, actions, quelques propriétés anciennes en province qu'elle avait héritées et rénovées discrètement. Quand elle est décédée, j'ai été choqué de découvrir qu'elle m'avait tout laissé. Non pas partagé entre la famille, juste tout. Héritage complet, sans condition. Maman ne l'a pas bien pris. Elle ne m'a rien dit en face, mais l'agression passive a commencé à transparaître à travers Chloé. Des SMS narquois, des groupes de discussion où j'étais commodément laissé de côté. Puis sont venues les rumeurs selon lesquelles j'avais manipulé Brigitte, que j'avais fait pression sur une vieille femme pour qu'elle me laisse son patrimoine. Absurde, mais suffisant pour que les cousins chuchotent et que la famille élargie me regarde bizarrement lors du mariage d'une cousine. Cela n'avait pas d'importance. Je suis resté silencieux. Je n'avais rien à prouver. J'ai utilisé une partie de l'argent pour rembourser mes prêts étudiants. J'ai acheté un petit chalet dans les bois comme escapade de week-end. J'ai commencé à envisager sérieusement ce à quoi ressemblerait la vie si je prenais mes distances avec la famille pour de bon. Ce qui me ramène à ce message vocal. Je l'ai rejoué juste pour être sûr de ne pas avoir imaginé la froideur. J'ai déjà dit à mon avocat de te retirer de tout. Tout. Le fonds fiduciaire familial. La propriété en Côte d'Azur que mon grand-père nous avait laissée. La parcelle de terrain en province que maman disait toujours être la mienne un jour. Le plus ironique, c'est que je n'avais rien demandé de tout cela. J'avais ma propre vie maintenant, mon propre argent. Mais le fait qu'elle l'agitait comme une arme, essayant de me punir pour une déloyauté perçue, c'est ce qui m'a énervé. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je suis resté assis sur mon lit à fixer le mur. Mes doigts battaient contre le téléphone comme s'ils avaient leur propre volonté. Et lentement, tranquillement, les rouages ont commencé à tourner. 3 appels téléphoniques, c'est tout ce qu'il a fallu. Et au lever du soleil, les fondations de son petit empire commençaient déjà à trembler. Mais je n'ai pas répondu à son appel suivant, ni à celui d'après. Et quand le lundi matin est arrivé et qu'elle a commencé à appeler toutes les 10 minutes comme une horloge, j'ai su exactement pourquoi elle paniquait. Elle ne m'appelait plus fils. C'est la première chose que j'ai remarquée après le message vocal. Quand elle a enfin arrêté de spammer mon téléphone assez longtemps pour que je puisse consulter les messages, il y en avait 12 entre 8h et midi le lundi. La plupart n'étaient que des respirations dans le combiné ou des débuts de phrases avant de raccrocher. Ceux qui ont suivi étaient froids, secs et excessivement formels. Antoine, ça a assez duré. Je ne sais pas ce que tu as fait, mais tu dois me rappeler immédiatement. C'est toujours la famille. Toujours la famille. Cette phrase m'est restée. Comme si c'était moi qui l'avais quitté ou qui avait menacé d'action en justice au milieu de la nuit. Comme si c'était moi qui avais passé la dernière décennie à réécrire lentement ce que signifiait la famille en quelque chose de transactionnel,
de conditionnel et d'insignifiant. Mais nous n'en étions pas encore là. Pas complètement. C'était toujours la partie où le château de cartes vacillait, pas s'effondrait. Le truc avec les gens comme ma mère, c'est qu'ils n'explosent pas d'un coup. Ils tâtent le terrain. Ils vous donnent juste assez de gentillesse pour vous faire remettre en question vos propres limites. Juste assez de manipulation pour garder l'air trouble. Et si vous leur donnez un pouce, ils prennent le continent. Ce lundi-là, je n'ai pas répondu. Je suis allé me promener à la place. Juste moi et la brise qui traversait les pins derrière mon chalet. C'était l'air vif du début novembre, le genre qui sent la fumée de bois et vous fait réfléchir longuement et tranquillement. J'ai laissé le monde en silence pendant quelques heures. Puis je me suis assis à ma table de cuisine et j'ai écrit tout ce dont je me souvenais des 2 dernières années. Chaque faveur demandée, chaque insulte détournée, chaque réunion de famille où Chloé était louée comme une sainte pour être arrivée 10 minutes en retard tandis que j'étais regardé de travers pour ne pas avoir apporté assez de vin. Et je me suis souvenu de quelque chose d'important. L'été avant que Brigitte ne décède, elle m'avait appelé à propos de quelque chose d'étrange. Maman demandant s'il y avait une version mise à jour de son testament. Brigitte en avait ri, supposant que maman était juste curieuse. Mais cela m'est resté. Pourquoi ma mère, qui n'avait pas beaucoup parlé à Brigitte ces dernières années, s'enquérait elle de son testament? J'ai contacté l'avocat de Brigitte, Maître Dubois. Il se souvenait de la conversation. Maman l'avait appelé 3 fois cette année-là. Juste par curiosité, affirmait-elle. Ce n'est même pas cela qui m'a mis en colère. Ce qui m'a mis en colère, c'est qu'elle n'avait même pas fait semblant de le cacher. Elle fouillait avant même que Brigitte ne soit malade, comme si elle ne la voyait que comme un chèque non encaissé. Je me suis demandé à combien de conversations Chloé avait participé, combien de dîners passifs-agressifs elles avaient eus, élaborant des stratégies en coulisses sur la manière de s'assurer le patrimoine. Puis soudain, aucune d'elles ne l'a eu parce que Brigitte s'est assurée que cela me revienne à moi seule. Pas de partage, pas de confusion. C'est là que j'ai réalisé qu'elle ne me voyait jamais comme le mouton noir. Elle me voyait comme le coffre-fort. Et une fois que je n'ai plus été accessible, une fois que j'ai commencé à fixer des limites, j'ai cessé d'être utile. Cette nuit-là, ma cousine Charlotte m'a appelé. Elle a toujours été un peu éloignée du reste du drame familial. Une infirmière, travailleuse, honnête à l'extrême. Elle dit que tu essaies de la poursuivre en justice, a dit Charlotte, la voix basse et tremblante. Elle répand littéralement des rumeurs selon lesquelles tu t'en prends au fonds fiduciaire familial à cause de quelque chose dans le testament de grand-père. Elle a dit à tante Marie que tu perturbes l'héritage familial. Qu'est-ce qui se passe? J'ai ri. Je n'ai pas pu m'en empêcher. Je n'ai rien déposé, Charlotte. Pas du tout. Je n'ai même rien dit. Elle se démoralise parce que je n'ai pas joué le jeu. Charlotte a hésité. Antoine, elle nous a montré une lettre. Elle avait l'air officielle. Elle disait que tu travaillais avec un enquêteur financier. Cela m'a fait marquer une pause, car c'était vrai. L'un des 3 appels que j'avais passés après ce message vocal de 2 heures du matin était à un contact que j'avais par le travail, un expert comptable judiciaire nommé David. Nous avions collaboré sur quelques audits de fraude en col blanc au fil des ans, et il me devait une faveur. Je ne lui ai pas donné grand-chose, juste un nom, quelques chiffres approximatifs et quelques numéros de compte de l'ancien fonds de propriété commun qui avait été créé après le décès de mon père. Il était censé être détenu en fiducie pour Chloé et moi, mis de côté jusqu'à ce que nous soyons plus âgés pour nous aider avec l'université, les premières maisons, les frais médicaux, tout ça. Je n'avais jamais vu un sou. Chloé, en revanche, a eu un acompte sur un appartement l'année dernière. Juste un petit coup de main de maman, a-t-elle dit quand je l'ai confrontée. Et de toute façon, tu te débrouilles bien. Je me débrouillais bien, mais cela ne signifiait pas que c'était juste. David a promis qu'il enquêterait discrètement. Il a dit qu'il me recontacterait dans la semaine. Et maintenant, d'une manière ou d'une autre, maman savait déjà, ce qui ne signifiait qu'une chose. Chloé, elle a dû voir quelque chose. Entendre quelque chose. Ou peut-être avait-elle accès à l'un des comptes de messagerie de maman. Quoi qu'il en soit, quelqu'un a tout balancé. Et maintenant, la panique s'installait. Je suis resté silencieux. Le silence était ma partie préférée. Pendant des années,
ma mère m'avait appris à penser que le silence était une faiblesse. Que si je ne répondais pas immédiatement, j'étais irrespectueux ou froid. Que chaque appel manqué était une mine émotionnelle prête à exploser. Mais maintenant, le silence était un pouvoir. 3 jours passèrent. Le jeudi, elle ne se contentait plus d'appeler. Elle contactait la famille élargie, envoyait des messages par l'intermédiaire de cousins au second degré à qui je n'avais pas parlé depuis des années. « Antoine, ta mère s'inquiète pour toi. Ta mère ne se sent pas bien. Elle dit qu'elle a peur que tu te fasses manipuler. » Je les ai tous ignorés, mais j'ai gardé les messages parce qu'ils commençaient à former un schéma. Et c'est là que le vrai point de rupture est survenu. Le samedi matin, j'étais dans un café en ville, sirotant un café noir et essayant de me vider la tête, quand j'ai reçu un SMS de Chloé. Une seule phrase. « Tu sais, tu ne mérites rien de tout ça, n'est-ce pas ? » Pas de contexte, pas de bonjour, juste ça. Et soudain, j'ai eu l'impression d'être de retour au lycée. Rentrant à la maison après avoir fait une double journée au supermarché, seulement pour trouver les amis de Chloé qui fouillaient le réfrigérateur, mettaient de la musique à fond et riaient de la façon dont j'agissais comme si papa était mort juste pour attirer l'attention. Personne n'a rien dit à l'époque. Ni maman, ni même Chloé. Et maintenant, plus d'une décennie plus tard, c'était toujours le même jeu. Je n'ai pas répondu, mais quelque chose en moi s'est fissuré. Je suis rentré chez moi, j'ai déterré un vieux coffre ignifuge du placard. L'une des seules choses que j'avais prises de la maison de maman quand j'avais déménagé. À l'intérieur se trouvaient quelques vieux documents, la plupart oubliés. Mon acte de naissance, l'acte de décès de mon père et l'acte original du terrain en province. Mon père l'avait signé conjointement à Chloé et moi quand nous étions enfants. Mais il y avait une clause dans la marge que je n'avais jamais remarquée auparavant. Manuscrite, notariée. Si l'une des parties renonce à son intérêt ou ne parvient pas à maintenir la gérance, le titre de propriété complet peut revenir à l'héritier restant à la discrétion du conseiller juridique. Je l'ai regardé longtemps. Chloé n'avait pas visité la propriété depuis plus de 10 ans. Moi, en revanche, j'avais discrètement payé les impôts chaque année. Ce n'était plus seulement une question d'argent maintenant. C'était une question d'histoire, d'héritage et de vérité. Le même après-midi, je me suis rendu à la propriété, j'ai pris des photos, je me suis connecté au site web des archives du comté et j'ai récupéré tout ce que je pouvais, puis j'ai rappelé Maître Dubois. Il a décroché à la 2e sonnerie. « J'espérais que vous donneriez suite, » a-t-il dit. Les choses s'accélèrent de mon côté aussi. Apparemment, maman avait déjà contacté son avocat. Elle tentait de restructurer rétroactivement le fonds fiduciaire familial. Quelque chose qui n'était pas illégal, mais certainement contraire à l'éthique, surtout si cela impliquait des documents falsifiés. Maître Dubois n'a rien confirmé directement, mais il a fait allusion. Elle agit comme quelqu'un qui a peur d'être découverte, a-t-il dit. Si j'étais vous, Antoine, je me préparerais à ce que les choses empirent avant de s'améliorer. Et il avait raison. Cette nuit-là, j'ai reçu un email d'une adresse privée. Pas d'objet, juste un PDF en pièces jointes. C'était une lettre scannée datée d'il y a 6 mois. Adressée par ma mère à un avocat dont je n'avais jamais entendu parler. Elle y affirmait que Chloé avait été la seule aidante de Brigitte pendant ces derniers mois et que j'avais rompu le contact pour des raisons personnelles, me rendant impropre à gérer tout héritage au nom de Brigitte. Ma mâchoire s'est serrée. C'était un mensonge. Brigitte était décédée de manière inattendue. Personne n'était son aidant. Elle était active jusqu'à la fin. Jardinage, voyage, organisation de dîner le week-end. J'avais des conversations par SMS, des emails, des photos, même des messages vocaux d'elle quelques semaines avant son décès. Elle et moi étions aussi proches que jamais. Cette lettre était une attaque préventive, une campagne silencieuse pour me dépeindre comme distant, instable, désintéressé, et pire encore, elle était écrite de la main de Chloé en bas, une déclaration co-signée. C'était la trahison. Non seulement ils ont essayé de me voler, mais ils ont essayé de m'effacer. Et c'est là que j'ai su que cela ne se terminerait pas par un appel téléphonique. Cela se terminerait dans les tribunaux, par des transferts de titres, par des preuves froides et concrètes. Mais pas encore. J'avais encore un coup à jouer, un appel à passer. Et celui-ci allait tout bouleverser. Pour la première fois depuis des années, je me sentais complètement désarmé. Ce n'était pas seulement la trahison elle-même.
C'était à quel point tout cela avait été précis. Chirurgical, comme s'il l'avait planifié pendant des mois, peut-être des années, tout en souriant sur les photos de famille et en me souhaitant un joyeux anniversaire avec un rire forcé et une carte cadeau que je n'utiliserai jamais. Cette lettre, la fausse déclaration d'aidant, la signature de Chloé, tout était si calculé, un récit qu'ils avaient élaboré à huis clos et qu'ils attendaient de déchaîner au moment où j'arrêterais de jouer le jeu. Et je l'admets, pendant environ 2 semaines, cela m'a brisé. J'ai arrêté de répondre aux SMS, d'ouvrir les emails. Je travaillais à distance, alors j'ai annulé des réunions, reporté des délais et mis mon statut Slack sur absent. J'ai dit à mon patron que je gérais une urgence familiale, ce qui n'était pas vraiment un mensonge. Je n'ai même pas quitté le chalet, sauf pour relever le courrier ou couper du bois de chauffage. Et quand ma cousine Charlotte m'a envoyé un nouveau SMS pour me demander si j'allais bien, je n'ai pas répondu. Je n'étais plus sûr de ce à quoi ressemblait aller bien. Les nuits étaient les pires. Je restais allongé dans mon lit, fixant le plafond, revivant des conversations avec ma mère et Chloé d'il y a des années, essayant de voir si les signes avaient toujours été là. S'ils m'avaient jamais vraiment considéré comme faisant partie de la famille ou juste comme un filet de sécurité qu'ils pouvaient couper. Au moment où je devenais gênant. Chaque blague, chaque compliment déguisé, chaque fois que maman appelait Chloé mon petit miracle alors que j'étais juste là, tout se rejouait en boucle. C'était comme faire le deuil de quelque chose que je n'avais pas réalisé mort jusqu'à présent. Et puis est venu le point de rupture. Au sein du point de rupture, j'ai reçu une notification sur mon téléphone un soir. Une alerte indiquant qu'une annonce était en ligne pour une charmante maison de campagne à rénover avec une grande valeur historique. C'était mon chalet, celui que Brigitte m'avait laissé. Il l'avait mis en vente. J'ai parcouru les photos et bien sûr, il était là. Mon Porsche, ma cheminée en pierre, le vieux chêne autour duquel j'avais accroché des guirlandes lumineuses l'hiver dernier. L'annonce mentionnait même propriété récemment consolidée dans le fonds fiduciaire familial, titre en attente. J'ai fixé cette phrase jusqu'à ce que les mots se brouillent. D'une manière ou d'une autre, ils avaient forgé quelque chose. Déposé une sorte de réclamation temporaire. Peut-être que cela ne tiendrait pas en justice, mais cela n'avait pas d'importance. Ils me testaient. Pour voir si je céderais. Pour voir si j'abandonnerais sans me battre, espérant que je sombrerais suffisamment pour tout leur remettre, épuisé et vaincu. Et pendant un instant, j'ai failli le faire. Je me souviens être sorti cette nuit-là, debout pieds nus dans l'herbe couverte de givre derrière le chalet et chuchotant dans l'air froid, peut-être que ça n'en vaut pas la peine. Parce que ce n'était pas seulement l'héritage. Ce n'était pas seulement l'argent ou la propriété, ou même la trahison. C'était qu'ils savaient comment me faire du mal. Qu'ils savaient la seule chose qu'il me restait, la paix, la solitude, l'héritage tranquille que Brigitte avait transmis, et ils étaient prêts à prendre même sa juste pour gagner. Mais alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Mon téléphone a vibré à nouveau, un message vocal cette fois d'un numéro inconnu. Je n'ai pas reconnu la voix au début. Elle était rauque, plus âgée, fatiguée. Antoine, c'est Henri. Je suis l'ancien avocat de votre grand-père. Brigitte m'a donné votre numéro avant de décéder. Elle a dit que si quelque chose semblait suspect, je devais vous contacter. J'ai remarqué une certaine activité récemment qui ne me semble pas correcte. Si vous avez le temps, j'aimerais vous parler. Je l'ai rappelé instantanément. Nous avons parlé pendant près d'1 heure. Il s'avère que Brigitte avait anticipé quelque chose comme ça. Pas exactement. Elle n'avait pas su la forme exacte que cela prendrait, mais elle avait soupçonné que maman pourrait essayer de déformer les choses une fois qu'elle serait partie. Lors d'une de ses dernières réunions avec Henri, elle avait laissé un dossier scellé avec une liste d'instructions et de documents me nommant seul bénéficiaire de sa succession avec des stipulations. Y compris une clause concernant toute influence indue ou manœuvre juridique coercitive exécutée par d'autres membres de la famille comme étant considérée comme une violation de l'intégrité du testament. Henri a proposé de m'envoyer une copie numérisée du dossier. Je lui ai demandé s'il pensait que cela tiendrait en justice. Absolument, a-t-il dit, surtout avec ce que vous m'avez dit. Et juste comme ça, le brouillard s'est levé. Je n'étais pas impuissant. Ils voulaient me faire croire que je l'étais. C'était leur première et la plus importante de leurs manœuvres. M'isoler, me faire sentir que j'étais le méchant. Comme si j'avais en quelque sorte brisé la famille en me défendant simplement. Mais ce n'était pas moi qui tordais la vérité.
Ce n'était pas moi qui forgeais des lettres. Ce n'était pas moi qui réécrivais l'histoire. Et si je les laissais s'en tirer, je serais complice de ce mensonge. Alors j'ai commencé à m'organiser. D'abord, j'ai fait des copies, des dizaines, de chaque document que j'avais, les actes de propriété originaux, mes échanges de mails avec Brigitte, les SMS avec Chloé, les captures d'écran de la fausse annonce immobilière, la lettre falsifiée avec la signature de Chloé. Je les ai sauvegardés sur 3 disques durs séparés et j'en ai stocké un chez un avocat à Bordeaux en qui j'avais une confiance aveugle, quelqu'un en dehors du réseau familial. Ensuite, j'ai engagé un avocat local près du chalet, quelqu'un recommandé par Henri. Elle s'appelait Lisa Tran, et dès la première conversation, j'ai su quel était exactement le genre de personne dont j'avais besoin. Pas de fioritures, pas de délai, et pas de pitié, a-t-elle dit, feuilletant le dossier que je lui avais remis. Ils ont choisi le mauvais gars à acculer. Nous avons d'abord déposé une injonction temporaire sur l'annonce immobilière. C'était facile. En 48 heures, l'annonce avait été retirée. Celui qui l'avait postée a reçu un ordre de cesser et de s'abstenir si agressif que je ne serais pas surpris s'il avait arrêté de dormir pendant une semaine. Ensuite, nous nous sommes attaqués à la partie la plus importante. Nous nous sommes préparés à contester les documents falsifiés et à renforcer les termes du testament de Brigitte. Lisa a déposé des motions préliminaires, contacté les fonctionnaires du comté pour signaler les transferts suspects et discrètement ouvert une enquête civile sur l'utilisation abusive des fonds fiduciaires. Au milieu de tout cela, j'ai commencé à reconstruire mon propre sens de moi-même. Discrètement, intentionnellement, j'ai renoué avec de vieux amis à qui je n'avais pas parlé depuis des années. J'ai expliqué ce qui s'était passé. La plupart étaient choqués, certains non, mais tous ont écouté. L'un d'eux, Jean, m'a invité à un week-end de camping dans les Pyrénées. J'ai failli dire non. Puis j'ai dit oui. Et quelque chose dans ce voyage a déplacé quelque chose de profond en moi. Assis autour d'un feu de camp avec des gens qui ne me voyaient pas comme un compte en banque ou un traître, riant d'histoires de l'université, faisant griller des guimauves comme si nous étions des enfants à nouveau. Cela m'a rappelé que ma famille ne me définissait pas. Mes valeurs le faisaient. Et cela m'a donné le courage de faire un pas de plus. J'ai envoyé un email à Chloé. Une seule phrase. Je sais ce que tu as fait. Elle n'a pas répondu, mais j'ai vu l'accusé de lecture. Elle l'a ouvert 4 fois. Le lendemain, j'ai reçu un message vocal anonyme qui ressemblait à celui de l'avocat de ma mère. C'était vague, mais clairement destiné à intimider. Des propos vagues sur des malentendus, des options de règlement, pour éviter une escalade inutile. Je n'ai même pas scié parce qu'à ce moment-là, David, l'expert comptable judiciaire, avait terminé son rapport. Il s'avère que le fonds fiduciaire familial avait été utilisé des dizaines de fois au fil des ans pour le loyer, la voiture, les frais de scolarité, les voyages et même les procédures cosmétiques de Chloé. Rien de tout cela n'avait été signalé correctement, tout était traçable. Et le plus accablant de tout, certains des retraits avaient été antidatés et acheminés par des comptes fictifs qui étaient indirectement liés au cabinet de conseil financier de maman. Fraude, évasion fiscale, et peut-être, selon la tournure des événements, détournement de fonds. Lisa a examiné les conclusions et a sifflé doucement. Ils se sont vraiment surpassés. Nous avons discuté des options. Nous aurions pu passer à l'attaque immédiatement, déposer des accusations, intenter des poursuites, les traîner devant les tribunaux jusqu'à ce qu'ils soient à bout de souffle. Mais quelque chose dans tout cela semblait creux, trop rapide, trop bruyant. Je voulais quelque chose de plus calme, de plus intelligent, de plus patient. Parce que je les connaissais. Je savais comment maman opérait, comment elle contrôlait les récits, manipulait les perceptions, jouait la victime même en aiguisant ses couteaux. Alors, au lieu de frapper fort, j'ai laissé le silence grandir à nouveau. Pas de réponse, pas de confrontation, pas de réplique, juste le calme. Et dans ce calme, je me suis reconstruit. J'ai passé des week-ends au chalet à réparer des choses. La balustrade de la terrasse arrière, les volets des fenêtres, le vieux banc sur lequel Brigitte avait l'habitude de s'asseoir en buvant son café du matin. J'ai recommencé à prendre soin de la terre, à tailler les branches, à planter de nouvelles fleurs, même à construire une petite serre à l'arrière avec du bois de récupération. Chaque matin, je me réveillais avec le soleil et me rappelais qu'il ne me possédait pas. Chaque soir, je me couchais en sachant que c'était à moi, gagné, protégé, choisi. Et lentement, je suis devenu quelqu'un de nouveau.
Pas le fil désespéré mendiant des miettes d'approbation. Pas le frère bouc émissaire essayant de maintenir la paix, mais l'homme qui tenait bon, qui connaissait sa valeur, qui refusait d'être effacé. Et juste au moment où il pensait que j'avais fini, juste au moment où il pensait que j'avais tourné la page et quitté le terrain de jeu, j'ai sorti ma dernière carte. Parce que ce que maman et Chloé ne savaient pas, ce que personne en dehors de quelques personnes clés ne savait, c'est que Brigitte avait laissé plus que de la propriété et de l'argent. Elle avait laissé quelque chose d'autre, et cela allait tout changer. J'ai attendu la première neige, non pas parce que je le devais, mais parce que cela semblait juste. Il y a quelque chose dans la neige qui fait taire le monde, comme si l'air retenait son souffle. Ce matin-là, je me tenais au bord de la propriété, regardant les flocons frais recouvrir le toit du chalet, les aiguilles de pin, le chemin de gravier que j'avais déblayé la veille. Tout semblait immobile, pur, intact. C'était le genre de silence que je prenais pour de la solitude. Maintenant, cela ressemblait à de la clarté. Au cours des 6 dernières semaines, j'avais gardé la tête basse, la bouche fermée et ma concentration aiguisée. Lisa et David avaient géré l'aspect juridique, et Henri avait discrètement contacté quelques greffiers du comté pour corriger le dossier sur des documents mal classés que l'avocat de ma mère avait soumis. Une autre tentative ratée de brouiller la ligne entre ce qui m'appartenait et ce à quoi il pensait avoir droit. Mais cette histoire n'allait jamais être seulement une histoire de paperasse. Il fallait de la précision, du timing et un peu de patience. Parce que ce que ma mère n'avait jamais compris, ni quand j'étais adolescent, ni quand j'ai obtenu mon diplôme universitaire, ni même quand j'ai acheté ma première maison, c'est que je ne crie pas quand je suis en colère. Je construis tranquillement, méthodiquement, une couche à la fois. Et cette fois, je ne construisais pas seul. Cela a commencé par un souvenir, quelque chose que Brigitte m'avait dit quelques mois avant son décès. Nous étions assis sur son porche, sirotant de la limonade, regardant le soleil se coucher. Elle avait mentionné sa vieille amie de l'université, une femme nommée Eliane, qui travaillait pour l'administration fiscale et s'était ensuite lancée dans le travail d'enquête privée après sa retraite. Elle est aussi futée qu'un tacle, avait dit Brigitte avec un petit sourire. Elle a toujours dit qu'elle pouvait sentir un menteur plus vite qu'un chien ne sent la viande. À l'époque, je n'y avais pas beaucoup réfléchi. Juste une autre des amies pittoresques de Brigitte de son passé. Mais après le rapport de David et l'apparition des documents falsifiés, je me suis retrouvé à penser de plus en plus à Eliane. J'ai fouillé dans le vieux carnet d'adresses de Brigitte, celui qu'elle gardait dans un tiroir près du téléphone de la cuisine. Page jaunie, écriture désordonnée, nom barré ou réécrit au fil du temps. Et la voilà, Eliane B, avec un numéro de téléphone de province griffonné à côté de son nom à l'encre bleue décolorée. J'ai appelé. Eliane a répondu à la 3e sonnerie. Brigitte a toujours dit que tu m'appellerais un jour, a-t-elle dit, sans même demander qui j'étais. Nous avons parlé pendant 1 heure. J'ai tout expliqué. Le détournement du fonds fiduciaire, les lettres de faux soignants, la fausse annonce, les transferts antidatés. Elle n'a pas interrompu une seule fois. Quand j'ai eu fini, elle a juste laissé échapper un soupir. Votre mère a été négligente, a-t-elle dit. Les gens cupides le sont généralement. Et quand ils sentent le contrôle leur échapper, ils commencent à faire des erreurs. Au cours des jours suivants, Eliane a commencé à recueillir des données, à fouiller dans les finances de ma mère, à récupérer d'anciens dossiers fiscaux immobiliers, à examiner la firme où elle travaillait comme conseillère financière. Et ce qu'elle a trouvé n'a fait que rendre les choses plus claires. Ma mère avait emprunté à des clients. Techniquement, le terme était prêt personnel, de petites sommes non déclarées à des clients âgés dont la paperasse était rarement mise à jour. Certains étaient morts, certains ne se souviendraient pas d'avoir signé, et tout cela avait été passé sous silence, probablement remboursé par d'autres manipulations ou dissimulé par des relevés falsifiés. Ce n'était pas suffisant pour des accusations criminelles. Pas encore. Mais cela brossait un tableau très clair de quelqu'un jouant un long jeu de contrôle et de gestion d'image. Et cela me donnait un levier. Parce que s'il y a une chose que ma mère craignait plus que de perdre le contrôle, c'était de perdre la face. Mais même avec Eliane dans l'équipe, je savais que nous avions besoin de plus que de l'information. Nous avions besoin de pression. Pression publique. C'est là que Chloé est entrée en jeu. Je ne lui avais pas parlé depuis la lettre. Elle n'avait pas répondu à mon SMS. Mais j'avais quelque chose qu'elle ne savait pas que j'avais. Un message vocal. Pas celui qu'elle m'a laissé. Un autre. Il y a 6 mois,
quand Brigitte était à l'hôpital pour une intervention mineure. Rien de grave, juste de la routine. Elle m'avait laissé un message. Je n'y avais pas beaucoup réfléchi à l'époque, mais maintenant, cela ressemblait à une confession. « Salut Antoine », disait sa voix, chaleureuse et constante. « Ta mère m'a encore appelé aujourd'hui pour me poser des questions bizarres. Elle veut savoir si j'ai changé mon testament. Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires. Ça ne lui a pas plu. Sois juste prudent, d'accord ? Quelque chose ne va pas. » Je l'avais enregistré sans réfléchir. Maintenant, c'était une preuve. Je l'ai envoyé à Lisa. Sa réponse a été presque instantanée. C'est de l'or. À partir de là, j'ai commencé à préparer la scène. D'abord, j'ai rédigé une lettre, formelle, froide et délibérée. Elle énumérait chaque violation que j'avais documentée. L'utilisation abusive des fonds, les fausses déclarations de propriété, les lettres falsifiées et la manipulation indirecte du patrimoine de Brigitte. J'ai inclus la transcription du message vocal, un résumé des conclusions médico-légales de David, le rapport initial d'Eliane, et à la fin, j'ai joint une dernière page, un avis d'intention de demander des dommages-intérêts civils et le contrôle total des actifs contestés. Mais je ne l'ai pas envoyé à maman. Pas encore. Je l'ai envoyé à Chloé, et je l'ai envoyé anonymement. Cette nuit-là, à 2 heures du matin exactement au timing poétique, j'ai reçu un appel d'un numéro privé. Je l'ai laissé passer à la messagerie vocale. Quelques minutes plus tard, j'ai écouté. « Antoine, qu'est-ce que tu fais ?» C'était Chloé. Sa voix était haletante. « Tu ne comprends pas, maman a dit que nous étions justes. Nous protégions juste la famille. Elle a dit que tu n'en voulais pas. Que tu ne le méritais pas. Tu avais Brigitte. Je n'avais rien. Elle a marqué une pause. S'il te plaît, ne fais pas ça. Je n'ai pas rappelé parce que ce n'était pas le but. Le but n'était pas de la faire avouer. Le but était de briser l'alliance. Les gens comme ma mère comptent sur des complices, sur des soldats volontaires qui exécuteront leur plan en échange d'approbation, de protection ou de miettes d'héritage. Mais lorsque ces alliances se fissurent, lorsque le doute s'insinue, toute la pyramide s'effondre. Et Chloé venait de craquer. Quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle avait pris rendez-vous avec un autre avocat. Lisa l'a confirmé par un contact. Elle ne déposait rien. Pas encore. Mais elle posait des questions. J'ai souri en apprenant ça. Puis j'ai passé mon dernier appel au conseil d'administration de la firme où ma mère travaillait. Je n'y suis pas allé avec des accusations fracassantes. Je ne l'ai pas accusé de crime. J'ai simplement soumis un tuyau anonyme étayé par des documents soigneusement rédigés d'Eliane et de David, suggérant que l'un de leurs conseillers aurait pu se livrer à des pratiques d'emprunt non divulguées et qu'un audit interne discret serait dans le meilleur intérêt de la firme avant que l'information n'atteigne les organismes de réglementation. Je savais comment fonctionnaient les structures d'entreprise. Je savais qu'ils enquêteraient et je savais qu'ils trouveraient assez de fumée pour commencer à chercher le feu. Qu'ils la confrontent directement ou non, le mal serait fait. Sa stabilité serait ébranlée. Ses alliés se tairaient. Ses emails seraient surveillés et elle le sentirait. Mais toujours, je n'ai pas tendu la main. Ni à maman, ni à Chloé, ni à personne. Au lieu de cela, j'ai organisé un dîner. C'était petit, juste Charlotte, Lisa, David et Eliane. Nous nous sommes assis autour de la cheminée du chalet, avons partagé du vin, des légumes rôtis, avons ri de la façon dont Charlotte s'était teint les cheveux en vert au collège et m'en avait blâmé. Ce n'était pas une fête de la victoire. Pas encore. C'était un cercle de gratitude parce que je n'étais plus seul dans cette affaire. J'ai regardé autour de cette pièce et j'ai réalisé que j'avais quelque chose qu'ils n'avaient pas. De vrais alliés, des gens qui n'avaient pas besoin d'être manipulés, corrompus ou culpabilisés pour se tenir à mes côtés. Des gens qui m'ont choisi. Et c'est là que j'ai finalement su que le moment était venu. Le moment d'envoyer la lettre. Le moment de tirer le dernier fil. Le moment d'en finir. Mais pas avec colère, avec précision. Et quand j'ai finalement porté ce coup final, cela ne ferait pas que secouer leur monde. Cela le briserait. J'ai envoyé la lettre un mardi matin, non pas électroniquement, ni par l'intermédiaire d'un cabinet d'avocats. Je l'ai imprimée,
relié proprement et envoyé par courrier recommandé afin qu'il n'y ait aucune ambiguïté quant à la date de réception ou à la personne qui l'a signé. Un exemplaire à ma mère, un exemplaire à Chloé, un exemplaire au cabinet d'avocat de ma mère et un exemplaire discrètement, soigneusement au service de conformité de sa société de conseil financier. Accompagné d'une brève note de couverture qui disait simplement « Vous voudrez peut-être examiner ceci avant que cela ne devienne public ». Je ne me suis pas senti nerveux en déposant les enveloppes à la poste. Je me suis senti calme. Cet après-midi-là, mon téléphone a sonné pour la première fois depuis des semaines. Le numéro de maman a illuminé l'écran. Je l'ai laissé sonner. 2 minutes plus tard, Chloé a appelé, puis maman à nouveau, puis un numéro inconnu, que j'ai supposé être son avocat. Je n'ai répondu à aucun d'eux parce que, pour la première fois de ma vie, je ne réagissais pas. Je laissais les conséquences arriver à l'heure. Le mercredi matin, l'annonce immobilière n'avait pas seulement été retirée. Elle avait été signalée en interne par la société de courtage. Apparemment, quelqu'un de leur côté avait réalisé que la documentation étayant l'annonce était incohérente. Des titres qui ne correspondaient pas. Un langage fiduciaire qui ne correspondait pas au registre du comté. Un vendeur qui n'était pas réellement autorisé à vendre. Lisa m'a appelé juste après le petit déjeuner. Il panique, a-t-elle dit. L'avocat de votre mère a demandé une réunion d'urgence pour clarifier les malentendus. Le greffier du comté nous a transmis une copie de l'affidavit falsifiée. Et j'ai demandé, et c'est mauvais, salement mauvais. Cet après-midi-là, David m'a transmis une mise à jour. L'audit interne au sein de la firme de ma mère avait été discrètement initié. L'un de ses clients de longue date, un homme âgé dont elle avait emprunté sur le compte il y a des années, avait été contacté pour vérification. Il ne se souvenait pas avoir autorisé quoi que ce soit. Sa fille non plus. Eliane a suivi avec son propre message. Il resserre les rangs. Cela signifie généralement que quelqu'un est sur le point d'être jeté. Le jeudi, Chloé m'a enfin envoyé un SMS. S'il te plaît, il faut qu'on parle. Je lui ai dit que nous pouvions nous rencontrer samedi. Un lieu neutre, un café, à mi-chemin entre la ville et le chalet. Elle a accepté presque instantanément. Elle avait l'air plus petite que dans mes souvenirs quand elle est entrée. Pas physiquement, émotionnellement. Ses épaules étaient voûtées, ses yeux dartillants comme si elle s'attendait à être surveillée. Elle s'est assise en face de moi et a immédiatement commencé à parler, les mots se bousculant. Maman ne m'a pas tout dit, a-t-elle dit. Elle a dit que tu ne voulais pas le terrain, que tu avais de toute façon l'intention de le vendre. Elle a dit que Brigitte avait changé son testament parce que tu l'avais manipulé. Elle a dit. Je sais ce qu'elle a dit, les jeux interrompus doucement. Je sais aussi ce que tu as signé. Chloé a dégluti. Ses mains tremblaient. Elle m'a dit que ce n'était qu'une formalité. Elle a dit. Elle a dit que c'était pour protéger la famille. Je n'ai pas réfléchi. Tu n'as pas réfléchi, ai-je répété. C'est ça le problème. Elle a levé les yeux vers moi alors, les yeux brillants. Qu'est-ce qui va lui arriver? J'ai envisagé de mentir, d'adoucir la vérité ou de lui dire ce qu'elle voulait entendre, mais j'en avais fini de masquer la vérité. Elle va perdre tout ce qu'elle a construit sur des mensonges, ai-je dit. Et tu dois décider si tu coules avec elle ou si tu t'éloignes. Elle a fixé son café pendant longtemps. Je peux te donner des copies des emails, a-t-elle dit finalement. Ce qu'elle m'a envoyé. Des instructions. Quoi dire, quoi signer? J'ai hoché la tête. C'est un début. Elle a fait glisser son téléphone sur la table. Je ne l'ai même pas regardé tout de suite. Je ne te demande pas de me pardonner, a-t-elle dit. Je ne veux pas être comme elle. Je l'ai cru. Ou du moins, je crois qu'elle le croyait à ce moment-là. Alors ne le fais pas, ai-je dit, mais comprends ceci. Je ne te protège plus. Quoi qu'il arrive ensuite, ça arrive. Elle a hoché la tête à nouveau. Nous ne nous sommes pas serrés dans les bras. Nous n'avons pas fait de promesses. Nous nous sommes levés, avons payé séparément et sommes sortis par des portes différentes. Ce fut la dernière fois que je vis Chloé pendant longtemps. Le vendredi, tout s'est effondré. Le cabinet de ma mère l'a mise en congé administratif, en attendant une enquête. Son accès au compte client a été révoqué immédiatement. À midi,
le Conseil de réglementation de l'État avait été informé d'éventuelles violations de conformité. Son avocat a tenté de négocier discrètement, désespérément, mais Lisa a mis fin à tout. Il n'y a rien à négocier, leur a-t-elle dit. On ne négocie pas avec des preuves. Ce soir-là, ma mère est arrivée au chalet. Je savais que c'était elle avant même de la voir. La façon dont le gravier crissait. La façon dont les coups étaient secs et insistants, comme si elle croyait encore avoir de l'autorité ici. J'ai ouvert la porte. Elle avait l'air plus âgée que dans mes souvenirs. Pas fragile, juste dépouillée du vernis qu'elle avait toujours porté comme une armure. Sa voix tremblait quand elle a parlé. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle dit. Pas une question, une accusation. Je n'ai rien forgé, ai-je répondu. Je n'ai volé personne. Je n'ai pas menti aux avocats ni manipulé de documents. Elle est entrée sans y être invitée. Les yeux scannant la pièce comme si elle cherchait quelque chose qu'elle pouvait encore contrôler. Tu as toujours été ingrat, a-t-elle dit. Après tout ce que j'ai sacrifié pour toi. C'était ça. Le refrain familier. J'ai sacrifié ma carrière, ma vie. Je t'ai élevé seul. Tu nous as élevés, ai-je corrigé. Et puis tu as décidé que l'amour était quelque chose qui devait être mérité. Son visage s'est tordu. J'ai fait ce que j'avais à faire. Non, ai-je dit doucement. Tu as fait ce qui t'arrangeait. Elle a ri alors, un rire sec et creux. Tu penses que tu as gagné? Cela va détruire la famille. Je l'ai regardé et je n'ai rien ressenti. Pas de colère, pas de triomphe, juste de la clarté. Tu as détruit cette famille, ai-je dit. J'ai juste arrêté de te couvrir. Elle a fouillé dans son sac à main, a sorti son téléphone et me l'a tendu. Appelle-les. Appelle ton avocat. Dis-leur d'arrêter. On peut arranger ça. Je n'ai pas pris le téléphone. Il n'y a rien à arranger, ai-je dit. C'est de la responsabilité. Ses épaules se sont alors affaissées. Juste un peu. Tu as toujours été comme ton père, a-t-elle murmuré. Trop de principes pour ton propre bien. J'ai ouvert la porte et les mains tenues ouvertes. Tu devrais partir, ai-je dit. Elle est restée là un instant, comme si elle allait dire autre chose, quelque chose d'honnête, quelque chose d'humain. Elle ne l'a pas fait. Le lundi, les retombées étaient complètes. Ma mère a démissionné de son cabinet sous pression. Le conseil de réglementation a ouvert une enquête officielle. Plusieurs clients ont retiré leurs comptes. Son avocat lui a conseillé de régler l'affaire discrètement pour éviter des poursuites pénales. Elle a accepté. Le règlement lui a retiré sa licence et a exigé des restitutions. Le fonds fiduciaire familial a été dissous sous la supervision du tribunal. Les fonds détournés ont été tracés, documentés et partiellement récupérés. Chloé a été retirée en tant que bénéficiaire en raison de son implication, bien qu'elle ait évité les accusations en coopérant pleinement. Le terrain en province a été retitré uniquement à mon nom de manière permanente. Le testament de Brigitte a été réaffirmé devant le tribunal sans contestation et Noël est venu et passé. Je l'ai passé au chalet avec des amis. Charlotte a apporté une tarte. Jean a apporté du vin terrible. Nous avons trop mangé, ri bruyamment et fait une longue promenade dans les bois alors que le soleil se couchait tôt et doré. Pas de message vocal, pas de menaces, pas de culpabilité, juste la paix. Un mois plus tard, j'ai reçu une dernière lettre de ma mère. Pas de langage juridique, pas de demande, juste une seule ligne écrite d'une écriture tremblante. J'espère qu'un jour tu comprendras pourquoi j'ai fait ce que j'ai fait. Je l'ai plié soigneusement et l'ai placé dans le feu. Certaines choses n'ont pas besoin d'être comprises. Elles ont juste besoin d'être terminées. Je vais toujours au chalet chaque hiver. Je paie toujours les impôts. Je m'assieds toujours sur le porche, aimé, et regarde la neige tomber en silence. Et chaque fois que je le fais, je me souviens de ceci, la famille n'est pas celle qui essaie de te posséder. La famille est celle qui se tient à tes côtés quand tu te défends enfin.